Donc, comme on l'a évoqué dans la newsletter qu'on vous a envoyée, on va faire donc un cycle de 3 visioconférences une fois par mois sur 3 grands thèmes. Ce soir, donc, l'importance des qualités, notamment confiance en soi et confiance dans la vie. Deuxième visio sera sur l'identité de thérapeute, de praticien en bien-être. Et troisième visioconférence sera plus sur les aspects concrets, organisationnels, notamment financiers, sur comment on mène bien son projet de ce point de vue-là, pour avoir une visibilité et une sécurité intérieure. Alors, commençons par le fondement. Pour nous, c'est vraiment le travail sur soi et notamment la confiance. Alors, pour resituer la confiance, on va parler de ce qu'on peut appeler la corde psycho-émotionnelle, avec un exemple qui est à la fois très simple, pratique et efficace. Si on compare finalement notre psyché, nos émotions à une simple corde, un élastique, qui va donc être principalement soumis à 2 grandes forces, la peur et le désir. D'accord. Dès l'instant que je vais avoir un désir, quel qu'il soit très profond, très central à l'intérieur de moi, ou qu'il soit plus périphérique, plus superficiel, moins important, je vais avoir, selon finalement l'importance du désir, une force, un vecteur, on pourrait dire en mathématiques, qui va se projeter, donc là, sur la partie droite de l'écran. Et à chaque fois que je vais avoir un désir, je vais nécessairement avoir une peur en parallèle que ce désir ne soit pas satisfait. Voilà. Donc, si ce désir est très important, on parlera le désir de la reconversion professionnelle, plus ce désir est important, plus la peur va être importante. Au contraire, moins le désir, quelque part, est important, plus la peur va être très légère, voire presque inexistante. Voilà. Donc, le désir engendre la peur mécaniquement. On n'en a pas toujours conscience parce que la peur, elle est souvent refoulée au niveau de l'inconscient. La peur, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. En énergétique chinoise, par exemple, on dit que la peur se loge dans l'énergie des reins, profondément dans le corps. Elle va descendre, voilà, elle est à l'image de l'eau. Elle va quelque part se nourrir dans l'inconscient, mais ça ne monte pas toujours au niveau du conscient. Voilà, on va avoir conscience du désir, pas forcément de la peur. Et la peur, bien sûr, quelle qu'elle soit, hein, elle engendre un désir, ne serait-ce que le désir cesse. Voilà, quand on a peur, ben, on n'a pas envie que ça continue. C'est pas un état plaisant intérieurement, donc on désire que ça cesse. Voilà, donc il y a un couple fondamental peur-désir, et donc cette corde, quand elle commence à se tendre un peu, on peut évoquer que c'est une forme de tension, hein, qui est vraiment l'étymologie du mot stress, hein, stringere. Donc on est tendu, voilà, et ça va aller ensuite vers de l'anxiété. Hein, si on analyse vraiment au niveau psychologique, l'anxiété, on peut dire qu'elle n'existe pas au sens propre, c'est la résultante en fait de 2 forces. Derrière l'anxiété, il y a toujours un désir et une peur qui vont mécaniquement, automatiquement en sens inverse. Si l'anxiété commence à être importante, on va parler du coup d'angoisse, hein, qui peut aller jusqu'à la crise d'angoisse. Donc on va simplement évoquer à travers ce schéma simple qu'on a cette corde qui se tend avec des forces opposées, hein, dans des directions qui sont opposées et qui vont amener finalement un état de tension plus ou moins important de cette corde. On peut donc voir le crescendo également peur-désir. Si j'ai une simple envie, j'ai une appréhension. Si j'ai un désir, j'ai une peur. Si j'ai une obsession, hein, une idée fixe, un désir extrêmement puissant qui m'obsède quelque part, je vais avoir une terreur consciente ou inconsciente en parallèle. Donc, on a cette notion que l'attraction, le désir, c'est un mouvement vers l'avant qui nous pousse, qui nous projette. Si j'ai pas de désir quelque part, je ne vais pas me mobiliser. L'émotion, c'est la source du mouvement du coup vers l'avant, la projection. Mais en regard de cette projection, comme on l'a évoqué, on a un mouvement en arrière, on a une répulsion, hein. La peur, finalement, elle m'amène à aller vers l'arrière, ou du moins à rester sur place. On voit ça également en morphopsychologie, hein, les personnes qui ont beaucoup de peur ont un visage comme ça qui va être rétracté, hein, dans cette terminologie, ou au contraire, on a une projection vers l'avant avec le désir. Voilà.
Juste quelques exemples pour illustrer. Si j'ai un désir de satisfaction, quel que soit l'objet, j'aurais peur en fait qu'il y ait un imprévu qui m'empêche de satisfaire ce désir. Si je désire réussir mécaniquement, intérieurement, consciemment ou inconsciemment, j'ai à l'intérieur de moi une peur de l'échec. J'en ai pas toujours conscience, mais c'est encore une fois automatique. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Plus je désire réussir, plus j'ai peur de l'échec. Désir d'être aimé, il y a une peur de rejet qui est très manifeste, hein, qui se vit en général de manière plus intense sur les types dits introvertis, hein, qui sont plutôt orientés vers la vie intérieure que la vie extérieure. Et si j'ai un désir de reconnaissance, hein, tout le monde a une forme de désir de reconnaissance, plus ou moins marqué, et par rapport à ça, on va toujours avoir une peur du jugement, du regard des autres, qui va être présente et qui peut modeler inconsciemment nos comportements, nos réactions, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une mécanique qui est vraiment centrale, qu'on appelle donc la corde psycho-émotionnelle. Dans cette corde, nous avons rajouté un élément qui est très important, même s'il est très souvent inconscient, pas tout à fait palpable, qui est la culpabilité. La culpabilité, si je désire quelque chose, il y a cette attraction, ce mouvement vers l'avant qui me pousse à aller vers ce désir et en même temps, derrière, toute la culpabilité de désirer souvent des choses qui sortent de notre cadre, le cadre qui nous a été, qui nous a été transmis, pardon, le cadre familial, le cadre culturel. Et cette culpabilité va pouvoir amener le doute. Est-ce que mon désir est juste? Est-ce que j'ai le droit de désirer cela ou pas? Et quand le doute s'immisce, eh bien, il va de nouveau activer la peur et on repart de l'autre côté en se disant je fais, je ne fais pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit? Les non-autorisations que nous avons sont de deux types. Il y a des non-autorisations qui sont transmises au niveau de l'éducation, au niveau familial. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Il y a des non-autorisations, par exemple, à dépasser les parents ou à dépasser le niveau socio-économique dans lequel se trouve la famille ou autre. Et puis, il y a aussi des non-autorisations qui sont personnelles. Je ne m'autorise pas à ceci ou à cela parce que j'ai une mauvaise estime de moi, une mauvaise conscience de mes capacités, une mauvaise connaissance de mes fonctionnements psychologiques et du coup, je me mets des barrières personnelles qui sont des non-autorisations intérieures. On a plutôt tendance à repérer les non-autorisations extérieures en disant je ne m'autorise pas à cause de tels événements, telle rencontre, telle éducation familiale, mais il y a tout autant de non-autorisations intérieures que de non-autorisations acquises par l'éducation et par l'environnement. Donc, côté désir, on va avoir ce poids de la culpabilité qui va s'accrocher comme ça au désir et qui fait que ça le freine, ça parfois ça le stoppe ou en tout cas à minima, ça va mettre en doute. Et si nous regardons le schéma de l'autre côté de cette corde psycho-émotionnelle, nous retrouvons de nouveau, cette culpabilité, j'ai peur. Peur, est-ce que j'ai raison d'avoir peur? On ne sait pas, c'est toujours une question qu'on va se poser. J'ai peur de l'échec, est-ce que c'est quelque chose de rationnel ou d'irrationnel? En tout cas, quand cette émotion est là, elle paraît, très rationnelle et très évidente, parce qu'elle prend toute, la personne, elle prend tout le mental, elle prend tout le corps et du coup, eh bien, on se dit: «Oui, elle est tangible et elle est normale et rationnelle». Le fait d'avoir peur, va entraîner aussi de la culpabilité parce que du coup, ça tend la corde. D'un côté, j'ai envie d'eux, de l'autre côté, j'ai peur et je me dis que cette peur, me fait aussi une forme de croche-patte pour arriver à mon désir. Donc on est sur quelque chose qui finalement se circularise entre désir, peur, culpabilité et ça tourne et ça tourne. On a aussi beaucoup de non-autorisation. Il y a beaucoup de familles dans laquelle, la peur ne peut pas s'exprimer. On entend souvent, dans l'éducation des garçons en particulier,
Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Être un homme, mon fils, c'est ne pas avoir peur, c'est ne pas pleurer. C'est donc des choses qui sont très, très ancrées, culturellement en termes de non-autorisation. Et là aussi, on va retrouver la culture, l'éducation, mais également ce que personnellement on va se dire par rapport à cette peur. Est-ce qu'on s'autorise à la vivre? Est-ce qu'on s'autorise à la regarder en face? Est-ce qu'on s'autorise à la dépasser? Comment on va traiter, ce sujet avec, ces non-autorisations, intérieures? Et donc, on en arrive à la notion centrale de confiance en soi et de confiance dans la vie, qui vont être, de notre point de vue, dans notre compréhension de thérapeute, au centre du fonctionnement psychologique. Et bien sûr que il va y avoir de nouveau une forme de rapport de force entre la dose de confiance, la qualité et l'intensité de la confiance que j'ai en moi et dans la vie au regard de l'intensité et de la dose de peur que je peux avoir conscient ou inconsciemment. Donc on a ce couple de forces, encore une fois, fondamental, peur-désir, qui va générer un état de tension plus ou moins important. On a la culpabilité, les non-autorisations intérieures, extérieures, transgénérationnelles, qui vont quelque part plomber. C'est pour ça qu'on a représenté en fait une encre pour ces éléments-là, ces émotions, qui vont plomber les éléments, donc qui vont majorer la tension. Et donc, on va avoir quelque part deux portes de sortie. La première porte, c'est la confiance. Plus j'ai confiance, moins j'ai peur. C'est mécanique. Et c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, la confiance, c'est vrai que c'est un état, mais cet état, en fait, il est multiforme, hein. Il y a plein de domaines où j'ai un peu de confiance, d'autres où j'ai plus confiance, et peut-être d'autres encore où j'ai vraiment confiance. Voilà. Donc, la confiance, en fait, elle est par rapport à chaque secteur. Et cette confiance en soi, ça va être le résultant de tout ça. Et on va avoir le travail sur le désir, quelque part, qui n'est pas dans le cadre thérapeutique, qui est plus dans un cadre philosophique. Donc, la lettre phi, là, entre parenthèses, symbolise justement cette notion clé que la philosophie est, de nos points de vue, reliée à la psychologie. Il y a eu cette séparation au cours de l'histoire entre la philo et la psycho. L'avenir, certainement, on aura de nouveau un lien plus intime qu'il n'est maintenant, puisque pour travailler sur le désir, c'est un travail quelque part sur le non-attachement. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, c'est vraiment la confiance en soi. Si j'arrive à augmenter ce capital confiance, j'ai moins peur, donc j'ai moins de tension, donc je vis mieux au quotidien et j'arrive à aller vers l'accomplissement de mes désirs tels que je le souhaite. La confiance en soi, on va le détailler maintenant, c'est vraiment un travail psychologique. Voilà, c'est vraiment un travail intérieur, une connaissance de soi, un travail en thérapie. On est dans le champ de la psycho et la confiance dans la vie, elle va faire écho finalement à un cadre de référence, à un cadre de compréhension de qu'est-ce que l'univers, comment ça fonctionne, la vie, etc. Et donc, on est encore une fois plus dans un cadre philosophique. Donc voilà pour ce schéma global qui pose le cadre finalement du fonctionnement psychique et de la place de la confiance dans celui-ci. Si nous prenons un exemple concret pour illustrer, cette corde psycho-émotionnelle, un thème, que vous connaissez, et qui vous anime, le désir de reconversion. Au moment où ce désir se manifeste, eh bien, il y a un mouvement en avant. On se dit: «J'ai envie de me reconvertir», donc je me mets en marche. Je commence à me poser des questions, dans quoi je vais me reconvertir? Comment je vais me reconvertir? Avec qui? Où? Tout ce questionnement, quantilien, qui fait qu'on est vers l'avant. On a envie d'aller vers cette reconversion et on se met en route, on se met en marche. Et de l'autre côté, de façon tout à fait, synchrone et antagoniste, apparaissent toutes les peurs. Peur, de quitter mon travail actuel, peur de quitter quelque chose que je connais, un métier, une situation, un CDI, une sérénité, voilà, pour aller vers quelque chose que j'ai fortement envie de faire mais sur lesquels il y a plus, d'imprévus, moins de visibilité, moins de choses, de fixes qui me rassurent et finalement, dans ce tiraillement
qu'il va y avoir, il va y avoir évidemment, comme vous le voyez sur le schéma, de la tension, de l'anxiété, voire pour certaines personnes de l'angoisse. Évidemment, si on arrive au stade de l'angoisse, on renoncera à ce désir parce que l'angoisse va prendre le pas, heu, et va faire basculer la corde très fortement vers la peur et vers la culpabilité. Donc l'idée, c'est d'arriver à pouvoir regarder objectivement ce désir. Pourquoi j'ai ce désir? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui l'insuffle? Qu'est-ce qui l'entretient? Est-ce qu'il est superficiel? Est-ce qu'il est profond? Est-ce qu'il correspond vraiment à l'émergence, d'une meilleure connaissance de moi et donc d'une envie d'aller plus vers ce que je suis profondément et non pas peut-être ce que je suis devenue parce que, on m'a dirigée, pendant mes études vers tel ou tel secteur d'activité ou parce que mes parents ont projeté que je fasse tel ou tel métier ou m'ont dit: «Tu ne feras pas cela parce qu'il n'y a pas de débouché ou c'est pas un vrai métier» et cetera. Donc qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me reconvertir? C'est très important parce que plus j'ai conscience des moteurs et des motifs qui me poussent vers la reconversion et qui donc me poussent vers ce mouvement avant, plus je pourrai faire un contrepoids important à toutes les peurs qui, en découlent et qui vont avec. Mmh. La peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur du jugement, la peur de perdre ce que l'on a, au moment où on se pose ces questions et on entreprend. Et puis ces peurs sont très alimentées en général, par l'entourage, hein. Quand vous dites, «Je suis en CDI quelque part avec un certain nombre d'avantages, et je vais, passer en libéral, je vais me lancer dans une activité qui est moins sécure». En règle générale, ça vient activer, la peur autour de vous et donc ça met un poids très, très important de ce côté de la corde. Donc finalement, comment réussir, à aller du côté désir tout en ayant, ce grand tirage de l'autre côté, constitué par les peurs? Eh bien, c'est justement en ayant confiance en soi. Si j'ai confiance dans pourquoi je veux me reconvertir, pourquoi c'est important pour moi, quelle partie de ma personnalité je vais pouvoir, exprimer dans cette reconversion. Est-ce que ça correspond à des idéaux, à des choses vraiment qui sont fondamentales, des valeurs fondamentales pour moi. Tout cela va me donner suffisamment confiance pour me dire malgré les peurs, malgré ce contrepoids, je vais dans ce mouvement, je continue à aller dans ce mouvement vers l'avant. Et si j'ai confiance en moi et si j'ai confiance dans la vie, c'est-à-dire si je pense fondamentalement que cela est juste pour moi, donc que la vie va s'organiser aussi autour de moi pour que je puisse réaliser ce désir parce qu'il est juste, eh bien, avec ces deux qualités, confiance en soi et confiance dans la vie, on va pouvoir cheminer plus tranquillement et avec moins de lutte intérieure entre peur et désir pour aller du côté du désir. Alors, commençons par la confiance dans la vie qu'on va définir très simplement par ce que je ne maîtrise pas. Voilà, la confiance en soi, elle est intérieure. Je peux avoir une action dessus hein, en travaillant sur moi. La confiance dans la vie, c'est tout ce qui va se passer et sur lequel j'ai absolument aucune prise en fait. Hein. Quelqu'un qui va manquer cruellement de confiance dans la vie, ben, va rentrer dans une peur permanente, un désir de contrôle, des comportements qui vont de ce sens-là, pour essayer toujours de prévenir le risque quelque part, hein, de prévenir l'imprévu, ce qui pourrait mal se passer, avec une vision quelque part négative, en appréhension, voilà, de l'avenir. Ça dépend de ma vision du monde et de la vision de la vie. Cette vision-là, elle est héritée par rapport à mon éducation, mon enfance, ma culture, les influences sociétales, les influences religieuses, les influences philosophiques, les personnes que j'ai pu rencontrer au cours de mon développement, qui ont pu me marquer, qui m'ont donné une sorte de réflexion par rapport à ça, ou alors des affirmations toutes faites. Et très souvent, finalement,
Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation ne nous pousse pas forcément à aller dans ces réflexions fondamentales, en tout cas pas dans tous les cursus, et c'est vraiment essentiel de réfléchir à ça. Donc l'idée, c'est simplement de se questionner, voilà, d'avoir une forme de culture sur les différentes propositions philosophiques, religieuses ou autres, de peut-être les remettre en cause, de les passer au crible de sa conscience, de son discernement, de voir qu'est-ce qui fait sens pour arriver, je dirais, à une notion que quel est le sens de la vie? Est-ce que pour moi ça a un sens? Et quand la vie a un sens, que l'on observe, quel que soit le sens, hein, quel que soit le cadre finalement, la personne acquiert une forme de force intérieure. Une forme de force intérieure qu'on pourrait appeler une forme de foi, mais qui n'est pas forcément religieuse. Mais en tout cas, on est dans cette forme de certitude, parce que derrière, il y a un sens, il y a une conviction qui a été discerné. Voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on vous invite à faire, tout du moins en introspection. Finalement, qu'est-ce que je pense de la vie? Est-ce que ça a un sens pour moi? Si je désire, pour reprendre l'exemple de la reconversion, voilà, aller sur ce chemin, finalement, voilà, c'est quoi le chemin, le sens de l'évolution? Euh, Voilà, ce sont vraiment des questions ouvertes et qui vont conditionner plus qu'on ne pense finalement l'organisation psychique, notamment l'organisation de la confiance en soi, hein. Au cœur, quelque part, de la confiance en soi, on va retrouver quelque chose de plus global, hein, qui est ma vision du monde et de la vie, la confiance dans la vie. La confiance en soi, elle, repose, fondamentalement sur, l'estime de soi, le regard que je porte sur moi et ce regard que je porte sur moi me fait me dire: «J'ai telle qualité, j'ai tel défaut». Si je ne me trouve que des qualités, des manques, des moins, du négatif, j'aurai du mal à avoir confiance en moi et si je suis dans ce manque de confiance, ça va être un énorme freinateur, puisque sans la confiance, je vais avoir du mal à me dire: «Je peux aller de l'avant et je peux laisser les peurs derrière moi et la culpabilité». Le manque de confiance, on pourrait, si on voulait, l'imager, donner cette image d'une sphère en matière molle. Elle n'a pas de densité, elle est, malléable et elle va surtout être perméable au regard des autres. Donc tout ce que les autres vont dire, toutes les peurs qu'ils vont projeter, sur vous, sur votre objectif, sur votre évolution et cetera, va venir modeler, cette confiance et conforter et entretenir ce manque de confiance. Les événements aussi, quand je manque de confiance, eh bien, j'ai une vision, négative de moi et de ce qui peut m'arriver et de ce fait, j'attire des événements qui vont dans ce sens pour pouvoir me dire: «Mais j'avais raison, je savais que je n'avais pas les qualités, les capacités pour réussir» et je me prouve à moi-même, finalement, que c'est normal puisque je n'y arrive pas, je ne réussis pas, je n'arrive pas à passer les obstacles ou à dépasser, ma peur. Donc, là, on est sur ce manque de confiance. Pardon. L'excès de confiance va être l'inverse. Vous avez, des personnes, quand vous les rencontrez, vous vous dites: «Alors elle, elle a une confiance, débordante, une confiance, qui est, omniprésente». On pourrait comparer cet excès de confiance à une sphère en roche creuse. De l'extérieur, c'est quelque chose de dense, c'est de la roche, mais à l'intérieur, on a en réalité une grande fragilité et pour masquer cette fragilité, je vais faire, un peu peur, vous voyez? Je vais dire, «Voilà, regardez-moi, je sais tout faire, je suis fantastique, je suis, le plus grand, le plus beau, le plus fort». Alors qu'en réalité, j'utilise cet excès de confiance comme un masque, juste parce que à l'intérieur, je me sens fragile, je me sens, friable et c'est, ma défense. La différence avec le manque de confiance, c'est que par rapport à cette sphère, elle a quand même cette apparence et cet extérieur dur, elle sera moins modelable, elle sera moins perméable au regard des autres et aux événements. Elle sera moins impactée. Et puis vous avez la confiance juste. Juste, ça veut dire qu'elle est juste par rapport, à la personne, elle est juste par rapport à l'environnement, elle est juste globalement.
Et ça nous donne une sphère souple qui s'adapte, qui s'adapte aux situations, qui s'adapte, même si la personne a confiance en elle, il se peut que sur son chemin, elle rencontre bien sûr, des obstacles, mais quelqu'un qui a une confiance juste va se dire: «OK, c'est un obstacle, comment je prends ce chemin, comment je contourne cet obstacle pour, pouvoir, continuer. C'est juste, un frein, un questionnement, mais je ne vais pas m'arrêter derrière cet obstacle parce que j'ai confiance dans mon projet, j'ai confiance dans mes capacités et donc j'ai cette souplesse qui me permet de m'adapter, et de contourner ou de jumper, sur, cet obstacle. Cette confiance juste, est une grande force intérieure et c'est cette force intérieure qui va permettre à la personne de faire ce mouvement adaptatif et de ne pas se laisser, bloquer par, les vicissitudes, les incertitudes ou parfois des changements dans le programme que la personne avait, prévu. Donc, on a situé plus clairement le champ de la confiance dans la vie et la confiance en soi par rapport à l'accord de psycho-émotionnel. Faisons donc maintenant un zoom précis sur la confiance en soi et sur les différents paramètres qui l'animent, notamment par rapport à un projet de reconversion. Et donc la première image, bien sûr, c'est le lien avec l'estime de soi. À la base de la confiance, on a l'estime de soi, qu'on a symbolisé donc par un cœur, parce que quand on parle de soi, de son estime, on met naturellement la main sur le cœur, c'est là qu'on porte finalement son estime, son regard qu'on a sur soi-même, et en même temps, le cœur signifie que cette instance psychique, l'estime de soi, est au cœur du fonctionnement psychologique, encore une fois, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, le premier point, c'est se connaître et croire en soi. On ne peut vraiment croire en soi que si on a une connaissance de soi approfondie. Cette connaissance de soi, bien sûr, elle vient avec le temps, avec l'âge, quelque part, naturellement, mais plus ou moins. Ça dépend, en fait, du degré d'introspection, de l'observation qu'on peut avoir de soi, de la tentative de compréhension de ses comportements, de ses processus mentaux, ses réactions émotionnelles automatiques. Donc c'est un regard, une observation, une analyse quelque part portée à ce que nous sommes, qui petit à petit fait qu'on va connaître non pas des éléments superficiels qui sont conscients, qui sont facilement observés par les autres, mais des couches plus profondes au niveau psychologique, hein. On va rentrer, comme on l'a évoqué, sur une compréhension des peurs qui nous animent, ou des culpabilités, des non-autorisations, sur voilà, la carte qui permet qui anime quelque part la psyché en profondeur. Donc, connaissance de soi, c'est fondamental. On a également l'identité de thérapeute ou de praticien, qui je suis fondamentalement, quelle est véritablement, on pourrait dire, mon identité profonde en tant que personne, et comment cette identité est en relation, en adéquation, en fait, avec une sphère professionnelle. Donc, est-ce que le métier que j'exerce actuellement correspond à ma personnalité ou pas? Bien sûr, sinon ça va générer des souffrances à moyen ou à long terme. Donc, c'est tout ce champ en fait qu'on vous invite à investiguer au niveau de la connaissance de soi et qui amène encore une fois cette notion de voilà, je crois en moi, je crois en mon projet, je crois en mes capacités et quelque part j'y ai droit. Voilà, si on travaille la culpabilité et l'autorisation derrière. Un deuxième paramètre, ce sera gérer son émotionnel. Comme on l'exprimait tout à l'heure, lorsqu'on est dans un projet, de reconversion, on a le regard des autres qui va être très important. Ce regard ne va pas forcément dans le sens, que l'on souhaiterait nous-mêmes prendre. Je désire me reconvertir, mais autour de moi, ça génère, de la peur, ça génère de l'inquiétude, des questions et donc comment je peux gérer ce regard des autres, l'intégrer, l'entendre, l'écouter, mais tout en restant stable, ne pas perdre mon objectif, ne pas perdre la direction, que j'ai pris. Pour cela, il va falloir, travailler un deuxième paramètre, ce sera développer l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Donc si je développe ce regard, je me mets à sa place pour comprendre pourquoi mon projet ou mes interrogations ou mon désir va, susciter
chez cette personne des peurs, des attaques, de la rivalité inconsciente ou autre. L'empathie me permet de me mettre à la place de l'autre et donc de ressentir ce qu'il ressent et de mieux comprendre pourquoi il vit tout cela. Mais pour autant, ça ne doit pas venir m'impacter dans mes choix et dans ce que j'ai décidé. L'empathie, ça permet aussi d'avoir ce regard sur l'autre et en revenant à notre place, de se dire: «Eh bien, voilà, elle fonctionne de cette manière, c'est sa façon à elle de voir le monde, c'est sa façon à elle de voir mon projet, mais elle n'est pas moi, elle est distincte de moi et je peux, du coup, être beaucoup moins impactée, par ce qu'elle, éprouve et par ce qu'elle dit et revenir à moi en me disant: «Est-ce que c'est juste pour moi et est-ce que j'ai les capacités, cette estime de moi, les capacités pour pouvoir, gérer ce projet, pour pouvoir le mener à terme?» Ça me donnera cette stabilité. Et la gestion de la charge émotionnelle, eh bien, elle est permanente, hein, dans ce type de projet. La peur va tirer à l'opposé du désir, donc il y a un conflit qui va se mettre, en place. Comment je vais pouvoir gérer ce conflit? Comment je vais au quotidien, réussir à passer les différentes vagues générées par le conflit et rester stable? Ça reposera essentiellement toute cette gestion sur l'image que j'ai de moi-même, et la conscience que j'ai de mes capacités à pouvoir, gérer. Ensuite, nous avons une seconde branche autour, bien sûr, de l'apprentissage, hein. Si on reprend les études, souvent elles sont un petit peu loin. On a eu un passé plus ou moins heureux par rapport aux études, avec des expériences plus ou moins positives. Donc tout ça, ça revient, voilà, même si ça fait très longtemps, par rapport aux évaluations, par rapport à l'apprentissage théorique, à la mise en pratique, voilà, toutes ces mémoires reviennent. En fait, elles n'ont pas disparu, elles ont disparu juste en surface, mais pas en profondeur. Et donc, sur ma confiance à comprendre en fait des éléments, la théorie, ma confiance à mémoriser bien sûr également ces connaissances. Voilà, tout le travail, on va dire, plus intellectuel. Après, ça va dépendre bien sûr des métiers, s'ils sont plus corporels ou psychologiques. En tout cas, cette notion de connaissance, d'apprentissage va devoir être remobilisée et donc, on doit avoir confiance par rapport à soi-même sur ces aspects-là. Ensuite vient la mise en pratique, dans, les métiers, où l'on s'occupe de l'humain, hein, les métiers de thérapeute, de praticien. Il va falloir, apprendre à travailler avec l'autre et du coup, cet apprentissage, cette mise en pratique est un peu confrontante. On n'est pas face, à un colis, on n'est pas face, à un outil informatique, on est face à un autre être humain et il faut suffisamment se faire, confiance pour pouvoir se dire: «Je suis en capacité de l'aider, quels que soient les médiums, les outils que je vais utiliser». Je m'autorise à cette mise en pratique et cette autorisation à passer à cette mise en pratique, elle ne peut se faire que finalement si j'ai confiance, en moi et en mes capacités, humaines et techniques pour pouvoir le faire. Et plus je vais pratiquer, et bien plus je vais me rendre compte qu'effectivement j'y arrive et j'y arrive de façon, harmonieuse, et positive et ça va me donner une légitimité. C'est la mise en pratique qui permet cette, légitimité intérieure, se voir faire, se voir réussir à passer ces obstacles intérieurs pour faire, fait que la personne peut se dire: «Oui, je suis légitime pour aller dans ce genre de métier. Oui, je suis légitime dans cet apprentissage et dans ce cheminement vers ce nouveau métier». Et donc, cette légitimité, elle fait naturellement transition vers la capacité à créer son activité, hein. Ça, c'est très important, cette légitimité, ça va être le socle lié au processus de formation qui me permet ensuite eh ben, de passer à l'action avec donc 4 composantes. La première, c'est ma confiance, voilà, ma capacité, ma confiance à générer un revenu, comme Sandra l'a évoqué tout à l'heure, avec notamment ben, un tarif juste qui est lié ben, à l'estime de moi, au parcours que j'ai fait, bien sûr au prix de marché, comme on dit,
mais aussi par rapport à la reconnaissance que je m'octroie par rapport à mes capacités en tant que professionnel du bien-être. Et puis, la capacité à trouver un équilibre financier, à faire une transition entre le métier actuel et le métier futur. Tout ça, c'est ce qu'on évoquera plus complètement dans le troisième volet de ces visioconférences. Pour créer son activité, il va falloir communiquer sur cette activité et dans nos métiers, communiquer sur l'activité veut dire communiquer sur soi. Qui suis-je? Pourquoi je fais, ce nouveau métier? Qu'est-ce que je peux apporter? À qui je veux m'adresser? Tout cela, il va falloir pouvoir le mettre en avant et si on a une mauvaise estime de soi ou un manque de confiance en soi, il sera difficile de communiquer de façon juste et de se présenter de façon juste. Or, ce sera indispensable pour se faire connaître et pour pouvoir avoir, une clientèle qui permettra justement de générer un revenu comme on l'a vu, précédemment. Donc communiquer, ça va être communiquer à des professionnels de santé pour, qu'ils puissent adresser des personnes qui sont dans leur propre patientèle en fonction de leurs besoins à des professionnels du bien-être plus largement. Donc on a les soignants, hein, tout ce qui est médecin, kiné, professions médicales et paramédicales, mais aussi toutes les professions autour du bien-être, les masseurs, les ostéopathes, et cetera. Et puis quand, on communique, il faut communiquer aussi par rapport au lieu dans lequel, on s'implante. Donc il y a les réseaux de proximité, les commerces de proximité, dans lesquels les personnes se rendent au quotidien et qui sont au cœur même de l'activité du lieu dans lequel on se trouve. Ces réseaux de proximité, il y en a plein. Il y a les pharmaciens, il y a les coiffeurs, il y a les esthéticiennes, il y a la boulangère. Tout ce réseau de proximité n'est pas à négliger parce que les personnes du quartier rentrent dans ces réseaux et parlent et posent des questions et donc ce sont de bons, prescripteurs. Et il faut aussi aujourd'hui de façon, incontournable communiquer via les réseaux sociaux. C'est devenu, quelque chose qu'on ne peut pas négliger ou mettre, de côté et ce n'est pas le seul canal de communication, mais ça en fait, partie. Donc voir sur ces réseaux sociaux qu'est-ce qui vous convient, le mieux et qu'est-ce qui est le plus adapté à votre activité. Et communiquer, globalement, ça veut dire, montrer qui je suis, montrer ce que je fais et pour cela, il faut que j'ai une idée précise et positive de ce que je suis et ce que je fais. Sinon, il est très difficile de communiquer. Alors, le prochain point, c'est gérer l'administratif et je dirais aujourd'hui la confiance en soi par rapport à ce thème-là est peut-être beaucoup plus aisé qu'auparavant parce que l'informatisation nous aide grandement, que ce soit la prise de rendez-vous par des sites en ligne qui donnent une autonomie aux clients, une flexibilité, que ce soit dans les règlements avec les moyens modernes de virement, de carte bleue ou de paiement instantané que ce soit la gestion de la facturation très aisée avec des applications qui fonctionnent très bien, le paiement des cotisations quand on est micro-entrepreneur, etc. Je veux dire, voilà, tout ça est quand même très simplifié en termes de démarche et de fonctionnement au quotidien. Donc, bien sûr que, voilà, quelle que soit la formation, on vous transmet tout ça. Ça fait partie, bien sûr, de la partie créer son activité, mais c'est là où, je dirais, c'est le plus facile à ce jour. Et le dernier point sera faire évoluer sa pratique, quelque chose qui est fondamental, déjà quand on est en formation, quand on est dans l'apprentissage, c'est l'auto-analyse. Être, capable d'avoir, du recul par rapport à ce que l'on propose, par rapport à la façon dont on le fait pour pouvoir, évoluer. Les retours que font les clients, les retours que font, les stagiaires entre eux quand ils font des pratiques et cetera sont très importants pour pouvoir se situer, mais on ne peut pas remplacer l'auto-analyse. L'auto-analyse, c'est vraiment ce regard que je porte sur moi. Si j'ai une mauvaise estime de moi, il est difficile d'avoir un regard, qui soit juste. On sera plutôt dans un regard, critique
en allant, une faible estime de soi fait que l'on va se dire: «Je suis nul, je suis pas capable, je savais bien que j'allais pas y arriver». Donc, va venir, flouter, cette auto-analyse. L'auto-analyse permet de se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il faut que je revoie certaines pratiques? Est-ce que ma posture, est ajustée? Est-ce que, j'ai eu raison de m'adresser de telle manière à telle ou telle personne? C'est quelque chose d'omniprésent dans nos métiers. Pour faire évoluer ces pratiques, on a aussi, la veille professionnelle. La veille professionnelle nous permet de nous tenir au courant de ce qui se passe, dans nos secteurs d'activité, à la fois sur, les conférences, les colloques, les publications, tout ce qui se fait, les nouveaux, projets. C'est important parce que nous sommes dans un domaine qui évolue, grandement, et de plus en plus, rapidement, et donc, on est dans ce train. Il vaut mieux être dedans qu'à côté et se dire, «Je vais faire, pendant des années les mêmes pratiques de la même manière». Non, ça évolue. Les neurosciences nous font évoluer, il y a plein de facteurs qui font évoluer il y a aussi les évolutions sociétales. L'élargissement des compétences, c'est quelque chose qui permet de ne pas, s'endormir sur ses lauriers et sur ses connaissances, et il vient souvent, cet élargissement, parce qu'on veut aller vers d'autres publics. Alors ça, c'est ce qu'on peut se dire, intellectuellement, mais en réalité, dans la pratique, on se rend compte que souvent, ce qui nous fait nous ouvrir à d'autres compétences et à d'autres publics, ce sont les personnes qui viennent à nous. Elles viennent avec des demandes auxquelles on ne sait pas forcément répondre, et là, on se dit: «Eh bien, il faut que j'élargisse mes compétences pour pouvoir y répondre». Ou on se dit simplement, «Je vais m'occuper d'adultes», et tout d'un coup, vous avez, 4, 5, 6 personnes qui vous appellent pour, vous demander si vous vous occupez d'enfants ou d'adolescents. Donc vous vous dites: «Ah, est-ce que, c'est un public, vers lequel je pourrais m'ouvrir, et quelles compétences, supplémentaires ou quelles connaissances complémentaires j'ai besoin de mettre en place pour pouvoir, m'ouvrir?» Dans nos métiers, il y a une évolution, professionnelle, il y a une évolution professionnelle qui se fait par, une légitimité de plus en plus importante avec la mise en pratique, et puis une évolution aussi parce qu'on est curieux, de continuer à comprendre le fonctionnement de l'être humain, et d'avancer avec, de nouvelles, compétences. On va donc guider une pratique qu'on appelle la technique de l'émergence, que Sandra va vous présenter. Alors dans cette pratique, dite, de l'émergence, on va, se détendre pour que le cerveau puisse passer en ondes alpha, qui sont des ondes de détente. Et une fois que nous serons dans cet état de détente, on va aller, activer, par la respiration, cette capacité de confiance en soi. Bien sûr, cette technique, vous pourriez l'utiliser, pour activer n'importe quelle autre capacité dont vous auriez besoin. Imaginons que vous soyez sur la partie apprentissage et vous vous dites, «J'ai besoin d'activer mes capacités de concentration ou de mémorisation parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces capacités». Vous pourriez appliquer exactement la même méthode. Là, on va le faire sur la confiance en soi parce que c'était le thème de cette, conférence, et vous pourrez, heu, faire cette même technique avec d'autres capacités. Donc on active cette capacité par la respiration, heu et puis ensuite on va se voir utiliser cette capacité qui vient d'être activée dans le cadre, d'un projet, qui vous tient à cœur. Donc là, il peut s'agir de votre projet de reconversion, mais ça peut être aussi un projet, d'un rendez-vous, d'un entretien que vous allez avoir, prochainement, heu et qui nécessite que vous ayez confiance en vous pour que les choses se passent telles que vous les souhaitez. On va faire ce travail qui va pas être, très, très long, que vous ayez déjà fait de la relaxation ou pas, il est accessible, à tous. C'est juste pour vous permettre de sentir qu'à l'intérieur de vous, tout est là, mais qu'il faut savoir, activer «tout est là». C'est d'accord? OK, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Donc confortablement, ça veut dire dans une posture, dans laquelle vous êtes, à l'aise, heu dans laquelle vous pouvez respirer tranquillement sans être, entravé par, une ceinture ou quelque chose
qui vous serre, trop. Et une posture aussi, si vous en avez la possibilité, où vous pouvez caler un petit peu votre tête parce que dès que l'on se détend, la tête devient extrêmement lourde et ça risque de vous gêner. Donc si vous avez un mur derrière vous ou un support, potentiel, cela peut vous aider. Une fois que vous serez, installé, si au cours de la pratique, vous avez besoin de bouger parce que vous avez une tension quelque part ou besoin de faire un mouvement, n'hésitez pas à le faire. Je vous demanderai simplement pour que vous puissiez rester dans votre état détente, de ne pas ouvrir les yeux, de les garder fermés et tant qu'ils sont fermés, vous gardez votre niveau de détente. Donc je vous invite à porter votre attention sur votre respiration, sur ce mouvement d'inspire et d'expire, à vous mettre juste à l'écoute de cette respiration. Vous allez pouvoir coupler deux mots avec cette respiration. À l'inspiration, vous pourrez penser au mot calme et à l'expiration au mot harmonie. Ça, ce sont les mots que je vous propose, mais vous pouvez en mettre d'autres si vous le souhaitez. J'inspire, je pense à un mot, tel que le mot calme ou autre. J'expire harmonie ou autre. Et je vais vous inviter à inspirer profondément et à expirer doucement en soufflant tranquillement comme si vous souffliez dans une paille. Et vous passez ainsi en respiration calmante. J'inspire profondément et je souffle doucement, lentement. Sur votre prochaine inspiration, je vous invite à inspirer profondément, à expirer lentement et à relâcher votre menton. Et à votre rythme, vous inspirez de nouveau profondément. Sur une expiration lente, vous viendrez relâcher les épaules. Je vous invite à inspirer profondément une troisième fois et sur une expiration lente, à venir relâcher votre ventre, vos jambes et vos pieds. Puis vous pouvez visualiser une vague de détente qui va déferler de la racine de vos cheveux jusqu'au bout des orteils, emportant sur son passage les tensions, la fatigue. Vous pouvez faire passer cette vague de détente sur l'avant de votre corps, puis sur l'arrière de votre corps.
Vous inspirez profondément une dernière fois et vous soufflez doucement pour vous laisser descendre un peu plus, vous détendre plus en profondeur. Puis vous allez penser à toutes les capacités que vous utilisez au quotidien, que vous connaissez bien en vous, qui sont évidentes, celles que vous vous reconnaissez. Vous laissez défiler toutes ces capacités pour sentir toute cette richesse qui est en vous. Tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous avez été capable de mener à bien, toutes les capacités que vous avez mobilisées pour cela. Vous sentez toute cette richesse intérieure. Et parmi ces capacités, vous allez visualiser la confiance en vous. Comment vous vous représentez cette confiance en vous? Peut-être que vous pouvez la ressentir de façon symbolique ou de façon concrète. Et vous allez venir par la respiration activer cette confiance en vous. Vous inspirez profondément et vous activez ce symbole ou cette perception de la confiance en vous. Le souffle permet d'augmenter cette sensation, de la rendre plus présente, plus vivante. Vous continuez à l'activer par cette respiration, par cette inspiration. Vous la laissez juste s'amplifier naturellement. Et vous visualisez ce que cette capacité de confiance en vous va vous permettre de réaliser. Quel projet, quel changement de comportement, quels nouveaux horizons elle vous ouvre.
Si vous avez un projet précis auquel vous pensez et qui est d'actualité pour vous, quel que soit le domaine dans lequel se situe ce sujet, le projet, vous allez le visualiser en se déroulant positivement grâce à cette confiance qui est là. Et vous pouvez également visualiser votre confiance dans la vie, cette confiance dans la vie qui vous permet de sentir que vous êtes sur le bon chemin, à la bonne place, là où vous devez être, là où vous souhaitez être. Peut-être pouvez-vous faire se rejoindre ces deux confiances, confiance dans la vie, confiance en moi, pour sentir plus fortement cette force intérieure qui vous pousse vers la réalisation de votre projet ou l'atteinte de votre objectif. Tranquillement, par la respiration, par le souffle, par l'inspiration, vous continuez à activer cette capacité de confiance en vous et la capacité de confiance dans la vie. Vous pouvez terminer cette visualisation en vous félicitant. Félicitez-vous d'être ce que vous êtes, là où vous êtes. Tournez un regard positif vers vous, vers vos qualités, vos capacités, vos parcours personnels. Portez sur vous un regard bienveillant, positif. Tranquillement à votre rythme. Vous allez pouvoir vous préparer à sortir de cette pratique. Pour ce faire, vous pourrez faire 3 respirations profondes. Bougez les mains, les pieds si vous le souhaitez. Vous étirez, baillez en fonction de vos besoins. Et en dernier lieu, ouvrir les yeux.